En fait, nous, le métier de merchandising, on nous prend souvent pour des rayonnistes. Ouais, On pense qu'on vient juste pour faire un remplissage de rayons, alors que derrière, que ça soit bien rangé. voilà, alors qu'au contraire, il y a un véritable accompagnement. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte tout ce qui est rentabilité de gamme, le chiffre d'affaires, l'espace de vente en lui-même, comment le dynamiser. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus poussé. On discute avec des titulaires qui disent ouais, moi j'ai une pharmacie, je suis pas Sephora quoi. Mais le Mm. problème c'est que ça reste quand même un commerce Oui, comme oui, un oui. autre, même si c'est des professionnels de santé. Donc en fait, quand on rentre dans une officine, on a tendance à regarder vers la droite. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le côté gauche, du coup, ça va être une zone qui va être un peu froide, alors que le côté droit, c'est une zone qu'on va mettre en avant. Mm. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pharma Business, les coulisses de l'officine. Aujourd'hui, on va parler d'un levier encore sous-estimé dans l'officine, qui est le merchandising. Donc, je me suis fait accompagner. Merci encore Carla d'avoir accepté mon invitation. Donc, aujourd'hui, je reçois Carla Fiandesio. C'est ça. J'espère que je le dis pas mal. Et du coup, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Alors déjà, bonjour, merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Carla, j'ai 25 ans et à la base, je suis préparatrice en pharmacie. Donc, j'ai été diplômée en 2021 et après, depuis, j'ai fait divers remplacements en France entière et aussi dans les dom-toms. Et c'est à travers ces remplacements, du coup, que j'ai pu découvrir le merchandising. Ok, donc c'est ce qui t'a amené à t'intéresser à ce truc. C'est ça, en fait, je l'ai découvert petit à petit. C'est vrai que avant, on m'aurait parlé de merchandising, j'aurais jamais connu, enfin, je connaissais pas ce mot, c'était vraiment pour moi quelque chose d'inconnu. Puis après, petit à petit, je me suis renseignée, j'ai un peu fait mes recherches de mon côté, j'ai découvert plus ou moins ce que c'était, parce que c'est quelque chose qui s'applique sur tous les commerces, donc c'est pas spécifique à l'officine. Du coup, après, je me suis dit comment on l'applique en pharmacie, donc là encore, j'ai fait d'autres recherches derrière. Et au final, j'ai découvert que sur Paris, il y avait une formation, donc je me suis dit go, j'y vais, je tente, je vois de quoi je peux en tirer derrière. Je suis montée sur Paris, j'ai fait la formation sur 3 jours et au final, j'ai adoré. Et derrière, je me suis dit, bon, essaye de faire que ça à plein temps, c'est vraiment quelque chose qui t'attire, donc pourquoi pas du coup le développer. Pendant 1 an, j'ai travaillé à mon compte, donc du coup, j'ai eu l'occasion de faire plein de pharmacies, ça a été très enrichissant. Et c'est comme ça que je t'ai connu, parce que moi je t'ai vu sur LinkedIn. Voilà, tout à fait. Du coup, C'était bien ce que tu faisais, parce que tu faisais, tu racontais un peu comment Ouais, j'essayais Ouais. plus ou moins en fait, de montrer les avant-après, mon réseau, de montrer qu'est-ce que le merchandising peut apporter en plus-value, d'expliquer aussi pour ceux qui ne connaissaient pas ce que c'était. Et au final, j'ai eu la chance d'être recrutée par une société, donc WKT Consult. Et là, en fait, ils m'ont permis encore de monter encore en compétences derrière, parce que le merchandising, moi qui pensais que c'était que, on va dire, du comportement client, l'espace de vente à dynamiser, etc., c'est aussi le comportement perceptif, cognitif, de la neuroscience, et c'est beaucoup plus poussé. Et c'est vrai que cette partie, on va la développer, mais et malheureusement, moi je me rends compte que pour accompagner pas mal de pharmacies, je me rends compte que c'est pas une notion qui est mise en avant, qui est parfois méconnue. Ouais, c'est surtout ça en fait. Ouais, qui est parfois méconnue. Ouais. On croit qu'il faut juste avoir sa pharmacie, ranger le truc et puis c'est tout, alors qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses à faire, quoi. En fait, nous, le métier de merchandising, on nous prend souvent pour des rayonnistes. Ouais, On pense qu'on vient juste pour faire un remplissage de rayons, alors que derrière, que ça soit bien rangé. voilà, alors qu'au contraire, il y a un véritable accompagnement. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte tout ce qui est rentabilité de gamme, le chiffre d'affaires, l'espace de vente en lui-même, comment le dynamiser. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus poussé. Et ça, le titulaire, quand on va se présenter au début, il est un peu réfractaire. Il se dit, j'ai un rayonniste, non merci. Mais quand on lui montre derrière ce qu'on est capable de faire et jusqu'à où on peut l'emmener, c'est vrai que directement, il y a quelque chose qui se Et passe. la valeur ajoutée qu'on peut La valeur en ajoutée retirer. alliée, ouais. Tout à fait. Ok. Alors, déjà, je pense que tu as déjà fait la définition, mais c'est quoi le merchandising de base? Alors, le merchandising, ça va être un ensemble de techniques qu'on va venir appliquer dans un point de vente, donc là notamment en officine, pour venir le dynamiser et pouvoir, dans un but proche ou pas, pouvoir développer le chiffre d'affaires de l'officine. Donc ça va être vraiment son objectif premier. Ok. Et toi, dans les pharmacies que tu as accompagnées, comment tu as pu, enfin, déjà, comment tu arrives à expliquer la plus-value qu'il y a et qu'est-ce que tu en as retiré? Parce que, bon, comme on a dit tout à l'heure, parfois c'est un peu compliqué Oui, non, ouais, tout à fait. d'expliquer
à un titulaire. Donc, est-ce que c'est de la pédagogie? Ce sont des exemples? Enfin, comment tu arrives à... Alors après, ce qui est compliqué, c'est de montrer la plus-value du merchandising parce que ce n'est pas des résultats qu'on va avoir direct. Les résultats sur le chiffre d'affaires, c'est vrai qu'on va pouvoir les analyser au bout de 6 mois, voilà, 1 an. Et c'est là qu'on va voir vraiment s'il y a eu un effet concret d'être intervenu dans l'officine. Faut savoir déjà que le merchandising, il tourne autour de 4 leviers. Et ces 4 leviers, en fait, ils sont hyper importants parce qu'ils ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir le côté environnement, donc tout ce qui va être concurrence autour de l'officine, la zone de chalandise, les clients, enfin la clientèle potentielle. Donc ça, c'est important aussi de le mettre en avant pour se dire, ok, il y a un réel intérêt à mettre peut-être une gamme bio parce que l'environnement autour, ça va être cette typologie de clientèle. Après, on va voir tout ce qui est côté économie, donc le chiffre d'affaires, la rentabilité de gamme qu'on va analyser pour voir s'il y a une gamme qu'il faut enlever ou une autre qu'il faut mettre au contraire. Tout ce qui va être aussi rentabilité mètre linéaire. Pourquoi on va mettre ce produit sur 3 facings au lieu de 1 parce que c'est un produit qui tourne beaucoup, c'est un produit d'appel. Tout ça aussi, on va l'analyser. On a le côté législation, donc les nouvelles missions du pharmacien en l'occurrence, qui aujourd'hui émergent beaucoup, avec tout ce qui est affichage de prix, donc affichage de prix, et les formations DPC qui sont obligatoires. Et ensuite, le dernier point, c'est le social, donc ça va être vraiment une grosse partie aussi du merch. C'est le management au niveau de l'équipe. De l'équipe, oui. Pourquoi? Pour les sensibiliser? Pour les sensibiliser au merchandising. Donc derrière, on propose des formations pour leur dire comment vous allez prendre le relais derrière. Parce que moi, j'interviens. Mais sur une période donnée, Mais j'interviens sur une période donnée. Je peux faire un accompagnement peut-être sur 6 mois, sur 1 an. Mais je vais venir peut-être 2-3 fois dans l'année. Et en fait, c'est à l'équipe à vraiment prendre le relais derrière de tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est hyper important. Donc on propose des formations aussi pour qu'ils puissent avoir les bons outils pour prendre le relais. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, le comportement client. Donc pourquoi on va mettre cette gamme ici? Parce que quand on rentre, il y a plein de paramètres qu'on va prendre en compte. En fait, tu viens de dire un truc important que je n'avais pas pensé, mais effectivement, en fonction de la localisation, si ta patientèle... c'est plus des personnes âgées, si tu es situé dans une maternité, ou un centre commercial, peut-être que tu ne vas pas aligner les choses de la même manière. Tout à fait, ça, on va vraiment le prendre en compte. Il y a une maternité, le rayon bébé, il faut qu'il soit quand même large pour qu'on puisse répondre à beaucoup de demandes. Au contraire, ça va être une population un peu plus âgée. On va avoir beaucoup de produits plutôt tournés sur de l'anti-âge, de l'accompagnement au niveau matériel médical. Il faudrait qu'on s'assure qu'on ait... en fait, un stock, un suivi, des gammes appropriées. Voilà. Moi, ce que je vois souvent, c'est que parfois on a des. Et je pense que tu dois voir aussi ces cas-là. Parfois, on discute avec des titulaires qui disent moi, j'ai une pharmacie, je suis pas Sephora, quoi. Mais le problème, c'est que ça reste quand même un commerce, comme un autre. Même si c'est des professionnels de santé. Même si c'est des professionnels de santé, ça reste un commerce avant tout. C'est ce que je dis tout le temps, c'est que les pharmaciens, c'est une profession de santé, mais c'est pas une profession de santé comme les autres. Parce qu'ils ont un business. Voilà. Ça. Ils vendent, ils achètent, voilà, il y a de la marge à aller chercher. C'est pas le médecin qui consulte et qui sait que tout est déjà... Oui. Non, c'est différent. Et dans ton expérience, quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent? Les erreurs de base que tu vois souvent? Moi, je trouve que généralement, ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est les espaces dans l'officine. Les zones chaudes, les zones froides. Peut-être que ça ne te parle pas comme ça, mais en fait, quand tu rentres dans une pharmacie, il va y avoir une tendance où tout le monde va prendre le même chemin, le même parcours client. Et en fait, c'est ça qui va déterminer si c'est une zone qui va être plutôt chaude ou plutôt froide. Et ensuite, derrière, c'est en fonction de ces zones qu'on va adapter l'espace de vente. Parce que l'espace de vente, lui, il est défini. Mis à part bouger un peu les meubles, on ne peut pas faire non plus grand-chose. Donc, c'est à ce moment-là, quand on va analyser le parcours client, qu'on va pouvoir déterminer la zone, si elle est chaude, si elle est froide, et mettre du coup les bonnes gammes qui correspondent. Ok. Et est-ce que tu vois d'autres erreurs comme ça? Alors, donc il y a du coup les espaces. Après, ce que je trouve qui n'est pas aussi pris en compte, c'est le comportement client. C'est-à-dire aller vraiment rechercher le besoin, faire une enquête de satisfaction, avoir des retours, savoir où sont les axes d'amélioration, tout ce qui est opportunité qu'on va pouvoir prendre. C'est vrai que ça, en fait, on va discuter au comptoir, mais on ne va pas pouvoir le pousser, alors qu'en faisant une enquête de satisfaction, on arrive à regrouper vraiment sur un panel de personnes assez large tous les retours, et ça permet derrière de mettre des actions concrètes pour améliorer l'espace de vente. Et du coup, ça paraît logique parce que moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une tendance
pour le titulaire de mettre un peu ce que lui il aime, ce qu'il trouve beau, mais en fait C'est que ça le problème, il faut vraiment ça faire répond pas à une demande, quoi. Ouais, c'est ça, Au faire la final. distinction entre moi ce que je veux et moi ce que j'aime en tant que titulaire dans l'officine et ce que mon patient client voudrait avoir et ce qu'il achèterait. Ouais, voilà. Mm. Ok. Et si on rentre un peu en profondeur dans le comportement d'achat du client, donc aujourd'hui, un patient type qui rentre dans une pharmacie, qu'est-ce que enfin, du coup, toi, dans tes recherches, pour obtenir le maximum d'informations, quels sont les types de questions que tu vas poser, par exemple? C'est quand tu dis obtenir des retours pour savoir. Alors les retours, en fait, quand on va les avoir via les enquêtes de satisfaction, ça va être surtout des retours sur l'accueil, qu'est-ce qu'ils en pensent, le temps d'attente, les prix dans l'officine, les gammes, éventuellement ce qu'ils recherchent et ce qu'ils n'ont pas de disponible. Donc ça va être surtout à ce niveau-là qu'on va travailler. Le comportement client, lui, c'est quelque chose de beaucoup plus généralisé. En fait, c'est via des études qu'on arrive à extraire des données. Et ce sont des données qui sont applicables sur bien 90% du panel de la population. Ouais. Donc, par exemple, on sait qu'il y a une grande partie qui est dextrogire, qui est droitière. Donc, en fait, quand on rentre dans une officine, on a tendance à regarder vers la droite. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le côté gauche, du coup, ça va être une zone qui va être un peu froide, alors que le côté droit, c'est une zone qu'on va mettre en avant. Donc, en fait, ce sont plein de petits paramètres comme ça qu'une fois qu'on les regroupe. Là, en fait, tu m'apprends des choses parce que j'ai jamais fait. Bon, moi, pour le coup, je suis gaucher. Mais... Ouais, du coup, t'es le contre-exemple. coup, mais après, le fait qu'on ait un sens de lecture qui soit de gauche vers la droite, normalement, c'est censé aussi appuyer vraiment ce côté droit qui est mis en avant. En fait, on se rend compte que c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste posé, c'est ça. J'ai de l'espace, j'arrange comme ça, c'est beau et puis c'est tout. Et non, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus poussé déjà sur ça. Est-ce qu'on a des. Peut-être que non, mais bon, je te pose la question, mais est-ce qu'on a des pourcentages ou des études ou j'en sais rien, des stats qui expliquent l'influence que ça peut avoir sur les achats, enfin, voilà. En termes de données. Oui, enfin, est-ce que je sais pas moi, il y a une stat qui dit que si tu optimises ton merchandising, il y aura plus d'achats. Enfin, voilà. Il y a des statistiques qui existent, mais elles sont pas vraiment précises au milieu de l'officine. Ça n'a pas été fait. Généralement, vu que le merchandising, tu peux l'appliquer dans tous les commerces, c'est vrai que ça va être des chiffres qui vont être vraiment globales, mais c'est pas appuyé dans l'officine. Après ça, je pense que on va pouvoir le faire peut-être plus tard quand tout le monde aura conscience du merchandising et qu'on pourra vraiment l'appliquer dans les officines pour avoir... je pense que ça, il faudrait s'y pencher parce que peut-être que une fois qu'on aura une donnée un peu chiffrée, on pourra peut-être plus convaincre... l'importance tout à fait. Okay. Alors, quand on a préparé l'épisode, tu m'as parlé de... Parce que moi, je découvre comme toi. Tu m'as parlé un peu de merchandising perceptif et cognitif. Oui. Alors, en fait, aujourd'hui, le merchandising qu'on a l'habitude de voir en général, c'est le merchandising de l'espace de vente. Donc, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, le flux client, les zones chaudes, les zones froides, etc. Mais il y a aussi le côté perceptif cognitif. Donc, en fait, ce sont des données qui sont basées sur les neurosciences. Donc, comment le client se comporte dans une officine. C'est un cas général qui est du coup sur un grand panel de personnes aussi. C'est-à-dire que déjà, c'est l'œil. Ça, c'est tout bête, mais en fait, c'est l'œil qui déclenche l'achat. Donc, l'œil, il renvoie une information qui passe par le cortex et c'est le fait d'avoir cette information qui pousse à avoir un achat derrière. Okay. Exactement. Et ça, déjà, c'est hyper important d'en avoir conscience parce que l'œil derrière, il est attiré par des couleurs, par des symétries, par des formes. Et il va falloir optimiser le linéaire, donc la descente, on va mettre la gamme, de sorte à ce que l'œil le balaye le plus possible, donc de haut en bas, pour déclencher le plus d'achats. Okay. Donc si on a un linéaire qui n'est pas bien structuré, l'œil risque d'avoir une cassure au niveau de la lecture. Alors qu'est-ce que tu appelles linéaire Le linéaire, c'est le segment que tu vas impliquer sur une descente. Donc généralement c'est 7-8 étagères. Okay. Et ensuite, du coup, l'objectif, c'est que l'œil, il le regarde dans sa totalité, de haut en bas. Pas qu'il regarde juste une partie. Voilà, pas qu'il regarde juste une partie. Et ça, c'est le problème qu'on peut avoir si on met les mêmes couleurs d'un côté et qu'il y a un gros contraste très foncé, très clair. L'œil va avoir tendance à aller sur le foncé et du coup, il va oublier un petit peu l'existence du reste. Ou lorsqu'on aligne des étagères, si elles ne sont pas alignées sur toute la surface de vente... Ouais, tu t'arrêtes au milieu, quoi. Tu t'arrêtes quand tu as une cassure. Ouais.
Et en fait, du coup, tu as un endroit qui va être très visible, tu as une cassure et l'autre partie n'est plus du tout visible. L'œil, il coupe l'information. En fait, l'œil, c'est un flemmard, quoi. L'œil, c'est un flemmard, en fait. C'est-à-dire que si quand, on veut quand vraiment tu lui facilites pas le truc, il va s'arrêter. Exactement. C'est pour ça que c'est vraiment important à le prendre en compte, d'avoir des étagères qui sont alignées, y avoir des merges qui sont à optimiser pour que l'œil puisse vraiment le balayer dans sa totalité. C'est-à-dire que généralement, l'œil, ce qu'il cherche, c'est au centre d'avoir les informations essentielles, donc les produits essentiels. On va avoir tendance à mettre plutôt à droite tous les produits complémentaires et à gauche les produits à forte notoriété, donc très connus ou à petit prix. Et c'est comme ça que l'œil se balade. Il fait milieu, gauche, droite, sens de lecture. Donc ça, c'est aussi important de prendre en compte. Ouais, c'est beaucoup de paramètres. C'est ça. Enfin, quand tu ranges le truc, c'est bien rangé. Ouais, généralement, c'est pour ça qu'on dit qu'on est différent d'un rayonniste. Parce que le rayonniste, s'il n'a pas fait de formation, tout ça, il ne prend pas en compte. Il ne pourra pas se dire là, c'est mieux. Cet espace-là serait bien pour tel produit parce que telle couleur, parce que tel prix, parce que tel... Alors après, il y en a qui font du superbe travail, mais c'est vrai que quand on leur donne les clés, ils arrivent vraiment à être plus pointilleux dans la mise en place du rayon. Donc ça, c'est important aussi. Alors, il y a juste un petit truc. Est-ce que, je pense que sûrement tu as déjà eu le cas, tout ça, là, cette histoire de merchandising, optimisation de l'espace, tout ça, qu'est-ce que tu réponds, par exemple, aux interrogations des titulaires qui gèrent des, entre guillemets, petites officines? Parce qu'à chaque fois, on se dit, ouais, lui, il a un gros espace, il a plus de plus de moyens ou plus de cartes à jouer parce qu'il a de l'espace, quoi. Mais les petites officines... je pense pas que ce soit toujours vérifié, mais bon, mais je pense que ça doit être un argument qui est souvent mis en avant, j'imagine. Oui. En fait, le problème des petites officines, c'est qu'elles ont moins de mètres linéaires dédiés à l'implantation de produits. Donc pour elles, c'est d'autant plus important d'avoir la bonne gamme au bon endroit. Parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'avoir, comme dans une grande parapharmacie, d'avoir toutes les gammes. Et là, elles sont obligées vraiment d'aller chercher la gamme qui va pouvoir convenir au maximum de demandes et la gamme avec qui elles vont pouvoir faire du conseil aussi. Donc c'est d'autant plus important de les accompagner là-dessus, sur la rentabilité de gamme, voir si actuellement, si ce qu'ils offrent, ça tourne, si ça leur permet aussi de parce que du coup, tu as moins d'espace. Tu as moins d'espace, tu as moins de place. Les petites officines, c'est des casse-têtes. Parce que tu dois mettre le max de valeur dans moins de... Dans le minimum de place. Ouais, dans moins d'espace, quoi, pour avoir plusieurs gammes. Enfin, j'essaie de me dire que celui qui a une petite pharmacie, entre guillemets, il est obligé aussi de mettre un peu partout pour essayer d'avoir le max de choses, quoi. Il est obligé de choisir, parce qu'il oui. faut quand même qu'il ait un rayon bébé, il faut quand même qu'il ait de quoi répondre au niveau capillaire, au niveau dermato. Il faut qu'il ait un peu tout dans un tout petit espace. Donc lui, c'est d'autant plus compliqué. Du coup, c'est beaucoup plus challengeant pour toi. C'est beaucoup plus challengeant et là, c'est là vraiment le côté économie, financier, il est encore plus important pour lui. Ok, bon, c'est parfaitement clair. Là, on va partir un peu sur un côté un peu pratique. Bon, là, tu m'as dit que tu avais ta petite structure. Maintenant, mais du coup, quand tu accompagnais les pharmaciens, toi, en gros, comment ça se passe? Tu fais d'abord un état des lieux, après tu fais une proposition. Proposition d'amélioration, on peut mettre ça ici. Enfin, comment ça se matérialise concrètement? Alors moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je propose des packs. Donc je propose des packs où je laisse tous les outils clés en main aux titulaires parce qu'il y en a qui aiment pouvoir le faire, avoir le nez dedans et pouvoir vraiment gérer cette partie. Donc je leur donne les outils et c'est eux derrière qui vont faire tout ce qui est rentabilité de gamme, les audits, les bilans au sein de l'officine. Donc je leur laisse vraiment tout faire. Après, s'ils ont besoin, ils peuvent m'appeler, mais c'est vrai que là, c'est une prestation où c'est eux qui vont avoir les cartes en main. Donc ça peut plaire. Après, on a d'autres prestations où soit on propose à la carte vraiment de venir choisir tout ce qu'on peut proposer. Donc c'est très large. On va de l'audit, du bilan, jusqu'à la proposition d'implanter des écrans dans l'officine pour la digitalisation, faire des réseaux. Donc c'est vrai que le panel d'offres, il est quand même assez large. Donc on propose aux pharmaciens de venir choisir là où il a besoin à la carte. Ou sinon, on a des formules très globales où on propose l'accompagnement de A à Z. Donc là, à ce moment-là, on intervient dans l'officine. On regarde déjà là, actuellement l'offre, comment elle se place, ce qu'ils proposent,
les axes d'amélioration. On va vraiment en fait venir pousser le titulaire dans tout ce qui est rentabilité de gamme pour qu'il se rende compte que ok, cette gamme est très bien, mais aujourd'hui elle ne tombe pas. Ouais. Donc même si vous avez le fameux stock mort. Quoi. Voilà, le stock mort, le stock dormant, enfin c'est dommage parce que là en fait vous perdez un linéaire, la gamme elle tombe pas et dans 2-3 ans vous allez la sortir en périmé. Ouais. Donc en fait c'est important aussi de le faire réaliser sur des petits trucs comme ça. Parce qu'effectivement, des fois, on a des articles, entre guillemets, qu'on pense que c'est indispensable, mais en fait, quand tu vas faire une analyse chiffrée, tu te rends compte qu'en fait, tu n'en as pas vendu un. Alors après, soit on n'a pas vendu un parce qu'on n'avait pas la typologie de clientèle qu'il a recherché, soit le produit était mal posé. Il n'était pas valorisé, entre guillemets. Voilà. Okay. Il n'était pas au bon endroit, il n'était pas dans une zone chaude, alors que c'est un produit qu'on va mettre plutôt dans une zone chaude. Enfin, voilà, après, il y a d'autres paramètres qui fait que des fois, c'est pas que la faute du produit. Est-ce que l'équipe est formée aussi à pouvoir le vendre? Est-ce qu'elle le connaît, à le mettre en avant, à en parler. Exactement, à en parler, à le conseiller. Parce que moi, en tant que patient, je viens... tu recherches du conseil généralement quand tu as besoin. Et si personne n'est formé dessus, le produit, tu peux être sûr qu'il va rester sur l'étagère. Sachant que en tant que patient, tu ne vas pas aller regarder tous les étagères. Donc, si tu n'es pas averti, si tu n'es pas conseillé, tu ne le retrouves pas. Quoi. Enfin, c'est ça. Ok. C'est bien, on a bien avancé. Est-ce que dans l'émission que tu as fait, là, parce que j'ai vu un peu tes posts sur LinkedIn, l'émission que tu as fait, donc est-ce que tu as déjà aujourd'hui des résultats, parce que bon, tu m'as dit que ça prend plus ou moins de temps. C'est ça. Est-ce que tu as un exemple à nous donner, sans forcément donner de nom, mais une pharmacie où tu as rencontré tel problème et que tu as mis telle chose en place et qui potentiellement, c'était déjà encore maintenant les résultats ou pas encore, mais au moins concrètement un exemple que... Là, j'avais une pharmacie que j'avais fait. Le problème, il était surtout sur l'espace de vente et pas tant sur l'assortiment de gamme. Okay. C'est-à-dire que quand tu rentrais dans l'officine, tu avais la possibilité de faire un tout droit jusqu'au comptoir. Okay. Donc en soi, tu vas me dire, c'est bien, je vais directement... il va tout voir. Voilà, je vais directement poser ma question, etc. Mais le problème, c'est que justement, tu vas trop vite jusqu'au comptoir et tu ne prends pas le temps de balayer tout l'espace de vente. Et ça, c'est ce que tu retrouves chez Ikea, en l'occurrence. C'est sûr que j'allais prendre l'exemple d'Ikea. C'est que tu tu rentres, tu peux pas fuir, tu es obligé de passer tout le truc. Et en fait, ils font ça justement pour augmenter les achats d'impulsion. C'est-à-dire que tu vas passer devant ce produit. Je tombe dedans tout le temps. Voilà. Parce que tu vas passer devant un rayon, tu n'avais pas prévu d'acheter la petite assiette. C'est ça. Et tu te dis, finalement, c'est vrai que j'avais besoin d'une assiette. Alors que si tu me mettais du tout droit jusqu'à la caisse, je ne l'aurais pas vu. C'est ça. Okay. Et en fait, la pharmacie, ça fonctionne un peu pareil. Non, pas autant qu'Ikea, parce qu'on a quand même, on reste quand même des professionnels de santé. Le petit pot de fleurs à la fin. Voilà. On n'arrive pas jusque-là, mais c'est vrai que tu vas le retrouver dans les promotions, les intercomptoirs, les mises en avant, les vitrines. Donc en fait, c'est vraiment... là, en l'occurrence, dans la pharmacie dont je parlais, on a les gondoles qui étaient droites, on les a tournées à 90 degrés. Et en fait, le patient il est obligé de faire le tour pour aller jusqu'au comptoir. Pour aller jusqu'à la caisse, Okay. Exactement. Ouais. Et du coup, rien qu'en faisant le tour, du coup, il passait devant des produits qui, jusqu'à maintenant, il ne les voyait pas. Et ça, déjà, rien que ce petit geste fait qu'on développe des zones chaudes qui étaient froides jusqu'à maintenant. Et tu as des pharmacies, malheureusement, là, je viens d'y penser, tu as des pharmacies où... J'ai une pharmacie pas loin d'ici, chaque fois que je vais là-bas, en fait, je me rends compte qu'effectivement, il n'y a pas ça, parce que tu as le comptoir comme ça, tu as 3-4 caisses, et en fait, tu as une ligne droite pour aller dans chaque caisse. Ce qui fait que tout ce qui est sur... dans les autres rayons, tu n'as pas l'occasion de le voir. Je ne le vois pas, quoi. Alors qu'effectivement, peut-être que s'ils avaient mis en place un genre de cheminement qui fait que tu vois à peu près tout, peut-être que... je te donnerai le nom, tu iras aller voir. Peut-être qu'il y a une mission à... peut-être que tu as une mission à gagner. Ok, écoute, on a bien avancé. Avant d'arriver vers la fin, j'avais juste une petite question. Du coup, j'imagine que tu fais face à certains, comme on a dit tout à l'heure, certaines résistances, entre guillemets, des titulaires. Comment tu arrives à les surmonter? Comment tu arrives à démontrer que ça apporte une valeur? Comment parce que j'imagine que ça doit arriver souvent. Souvent je pense que ça dépend des profils, non? Ça dépend des profils. Après, quand on va se présenter, je ne me braque pas. Je sais que des fois, ils ont pas besoin de moi. Voilà, ils ont des interrogations, ils ont peur aussi parce que ça reste quand même un investissement pour eux.
de nous faire confiance. Non, c'est pas gratuit, non. Et non, malheureusement, c'est pas gratuit, mais après, c'est vrai que c'est un budget à apporter au départ, mais qui est vite rentabilisé derrière par Par les chiffres, quoi. Ouais. Ouais. Et moi, je les force pas, en fait. Je leur explique là ce qu'on peut faire, les axes d'amélioration, la plus-value qu'ils peuvent en tirer. Je leur laisse les cartes en main et ensuite, s'ils ont besoin de moi, ils savent qu'ils peuvent me recontacter et revenir. Même si c'est 3-6 mois après, Tu c'est vois, pas un problème. ça a l'air bête, mais moi, là, maintenant, en échangeant avec toi, je me rends compte que oui, effectivement, tu as certaines pharmacies où peut-être que si on avait mis en place telle sorte, tel parcours, tel truc, peut-être qu'en fait, il y a certaines choses que j'aurais achetées, quoi. Acheter plus facilement, en l'occurrence. Ok, écoute, on arrive déjà vers la fin. Est-ce qu'on peut se faire un petit résumé un peu des points clés les petits points clés, ça serait plutôt des conseils que je donnerais aux pharmaciens pour les aider sans vraiment avoir besoin de moi, là, en l'occurrence. Mais c'est vraiment comprendre l'importance de leur zone chaude, leur zone froide, donc analyser leur clientèle, regarder où elle se dirige dans la pharmacie, si on va vraiment avoir tendance à aller vers la parapharmacie, je voudrais dire leur plein gré, voilà, si elles vont vraiment avoir tendance à y aller, ou si au contraire elles vont tourner pour trouver leurs produits. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Tout ce qui est flux client, donc regarder si le parcours client il est optimisé, si on ne passe pas 2 fois devant le même produit, si le parcours pour rentrer, le parcours pour sortir est différent aussi, c'est important. Ça permet de passer devant beaucoup plus de produits. Et pas oublier tout ce qui est promotion, mise en avant, en fonction des saisonnalités, des tendances. Ça, c'est une bête noire parce qu'il faut prendre le temps de le faire, de mettre la promotion, etc. Mais c'est très important. Là, et ça marche, et ça marche, oui, ça marche. Mais il faut montrer qu'on est dynamique, qu'on a une image de pharmacie professionnelle en mettant vraiment en place des promotions de manière récurrente. Et ça, quand on ne le fait pas, on perd un peu le côté dynamique. Tu vas acheter ta petite boîte de sérum physiologique, on t'en vend un à 2 euros, on te dit un à 3 à 4 euros. Moi, je tombe dedans tout le temps. Et mais en fait, c'est pas mis en place tout le temps, alors que c'est plein de petites actions comme ça qui montrent que la pharmacie, elle est dynamique, qu'au niveau prix, elle est attractive. Et après, derrière, ça en découle plein d'achats, donc c'est important. Écoute, on arrive déjà vers la fin. Carla, merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Si un titulaire veut te contacter, comment ça se passe maintenant? Alors, soit directement via LinkedIn, c'est Carla possible. Fiandesio. Carla Fiandesio, tout à fait. Sinon, après, via la société WKT Consult. Donc, on peut aussi prendre contact avec moi directement. Et c'est pas engageant, mais ça permet déjà d'avoir une petite idée de ce qui est possible de faire dans son officine. Je crois que j'ai déjà 2 officines où je vais t'envoyer. Avec plaisir. Si tu te débrouilles bien. Écoute, merci Carla et merci d'avoir fait le déplacement et à bientôt. Merci à toi.